je vais commencer par évoquer une conversation avec Emmanuel Macron. Oui. La première, après son élection. Là, il me dit, que doit faire pour vous le prochain président? Et je réfléchis et je pèse mes mots et je lui réponds ceci. Je m'en souviens mot à mot. Le prochain président... C'était juste, pardon, après son élection. Juste après son élection. D'accord. Le prochain président sera jugé non pas sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. Et il me dit sauver quoi? Je dis les murs porteurs dont vous venez de parler. Or, 5 ans après, la vérité est cruelle. Les murs porteurs se sont effondrés, enfin ce qu'il en restait. Et il s'est passé 2 choses que les Français ont sous les yeux et qu'ils ne voient pas encore. D'abord, la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. La SFIO en rêvait, Macron l'a fait. Un pays, la Start-up Nation est en EHPAD, sous perfusion. Et deuxième chose, il a laissé se dresser un mur invisible entre 2 sociétés, la société française de nos civilités et une contre-société invasive, agressive, vindicative et qui veut nous détruire. Voilà le bilan. Et donc, alors certains diront, oui, mais Philippe de Villiers était copain avec Macron. Bon, Macron est venu au Puy du Fou. Oui, c'était une amitié dans la vérité. Mais je lui ai toujours dit ceci. À la première minute de notre première rencontre à la Rotonde, je lui ai dit, vous savez, monsieur Macron, la France connaît des problèmes graves qui touchent à sa survie. La question de la souveraineté, la question de la sécurité, la question de l'identité. Et donc, si celui qui sera le futur président ne met pas en œuvre une politique de recivilisation de la France mourra. Il m'a dit, mais moi je me sens d'attaque pour ça. Et il venait d'aller à la cérémonie de Jeanne d'Arc. Oui, c'est ça, à Orléans. Donc il a trompé son monde, et là je me suis dit, peut-être qu'il comprend le régalien, et qu'il va habiter le corps du roi. En fait, il n'a rien habité du tout. Et là, aujourd'hui, c'est la catastrophe, puisque le Covid, on s'empêtre, quoi. On voit bien, on s'empêtre. Un jour, il a dit à ses amis à la Maison de la Chimie, il a dit à son gouvernement et à ses députés, on dit que vous êtes des amateurs. Eh bien, demeurez-le le plus longtemps possible. Oui, nous sommes des amateurs. En fait, nous en sommes fiers. Un aveu merveilleux. Oui, alors... On est gouverné par une bande d'amateurs, mais c'est inouï. Alors justement, Philippe de Villiers, pour remonter, vous le dites vous-même dans votre livre, mais tout ça ne date pas de Macron, pas du tout pour diminuer ses manques, etc. Et au fond, cette espèce de, et vous en avez parlé dans votre livre, dans vos livres précédents, mais cette espèce de décomposition française, sans dire on va pas refaire l'historique, mais quand même, on a l'impression qu'à droite comme à gauche, si ça a encore du sens, tous les gouvernements ont participé à cette espèce de poussière sous le tapis, à cette espèce de relais de la patate chaude, avec beaucoup de ferveur. C'est les murs porteurs. C'est ça. Si on prend l'autorité, par exemple, regardez, depuis Giscard, donc on est passé de l'autorité paternelle à l'autorité parentale. Après, on a expliqué, il y a les enseignants, les enseignants, mais 68, on a expliqué, l'autorité spirituelle est devenue la collégialité, c'est-à-dire la décision à laquelle on se rend de ne pas décider ensemble, c'est qu'on se savait être incapable de décider tout seul. L'autorité magistrale, elle a disparu. Et l'autorité, l'autorité souveraine, l'autorité du souverain, c'est Pékin de prestige, comme on dit dans l'armée. Bon. La sécurité n'est plus assurée, et les milices se développent, les milices privées, notamment de la bourgeoisie française, il faut bien se protéger. Et petit à petit, il y a 200 territoires qui ne sont plus français.
étant... 200 territoires. Oui, entre 200 et 300, selon les chiffres puisés à la meilleure source. Et puis, l'identité, elle, est en train de se dissoudre. Jamais je n'aurais pensé, en venant ici à Sud Radio, il y a encore 3 ans, avec vous, André, qu'on serait amené à parler de la lutte des races. Ils en sont là. C'est-à-dire que sous la férule de Assa Traoré qui fait la une du Time, on en est à la lutte des races. Alors ce qui accélère tout, et je voudrais revenir parce que c'est le cœur de mon livre, c'est quand même le numérique. Parce que le numérique accompagne la classe dirigeante dans le contrôle total d'une société en liquéfaction. Et si vous me permettez, je voudrais dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce qu'un jour, je suis tombé sur... un exercice de simulation filmé le 18 octobre 2019. À New York, c'est ça? À New York, avec Big Pharma, Big Data, Big Finance, c'est-à-dire les géants du numérique et du capitalisme de surveillance, comme ils s'appellent. Et puis, s'ils n'étaient pas là, ils étaient là, Bill Gates et Soros. Alors, ils étaient là. Ils étaient là. Alors, la fondation de Bill Gates était représentée, et la fondation et le Forum économique mondial Davos était représenté. D'ailleurs, ce qui m'a tout de suite interpellé, parce que quand on a l'expérience de l'État, de la vie politique, on voit les choses tout de suite. J'ai dit, tiens, c'est curieux, il n'y a que des puissances privées. Et toutes ces puissances privées font un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus. On est le 18 octobre 2019. J'attire l'attention de nos auditeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question de virus encore. Il n'est pas question de Covid. Or, je vous ai apporté un livre, et c'est ce livre qui m'a déclenché. Le 2 juin 2020, paraît un livre qui est passé inaperçu, de Klaus Schwab, qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation. The Great Reset en anglais. The Great Reset anglais, et qui dit, nous allons vers une nouvelle normalité, il faut faire de la pandémie, écoutez bien chaque mot, il faut faire de la pandémie une fenêtre d'opportunité. Alors je me dis, oula. Alors, attendez, récapitulons. Le 18 octobre 2019, ils se réunissent, le capitalisme de surveillance, en disant, voilà, on va faire un exercice de simulation d'un coronavirus, à l'époque à partir du porc. Oui. Et puis, le 2 juin, le patron de la plateforme culminante du village global, Klaus Schwab, fait un livre pour dire il faut que ce soit une fenêtre d'opportunité. C'était 1 an après, non même pas, 6 mois après. 6 mois après. 6 mois après. Oui. En plein coronavirus. Et le lendemain, le 3 juin 2020, grande vidéoconférence mondiale avec le gratin mondial, dont le secrétaire général de l'ONU. Et au cours de cette conférence, il est dit voilà la fenêtre d'opportunité, ce que c'est. 1, la digitalisation du monde. 2, le virus climatique qui va suivre, le CO2. Et donc, en fait, là, je me dis ceci, et c'est ça que je veux vous dire, c'est l'essentiel. En 1994, lors de la création de l'Organisation mondiale du commerce, je me souviens de ce que disait mon ami Jimmy Goldsmith, qui était un grand chef d'entreprise mondial, et qui m'a dit, vous savez, Philippe, quand vous mettez 5 milliards de personnes dans une pièce sans cloison, un seul microbe met tout le monde au tapis. Donc en fait... Il vous l'a dit en 94. En 94. Donc en fait, je résume la situation. Tous ces gens, ce qu'on appelle les élites globalisées, tous ces gens savaient que ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient un monde sans frontières, un monde sans cloison, un monde d'un seul tenant. Les uns pour faire un grand marché planétaire de masse, donc par intérêt, et les autres par idéologie, comme dit le pape François, pour faire remplacer les murs par des ponts. Très bien. Ils ont voulu faire ce monde-là, sans cloison. Ils l'ont fait. Ils savaient que ce monde serait hautement pathogène. Ils s'y attendaient, ils s'y préparaient. Et l'exercice de simulation entre dans cette préparation. Et pourquoi ils s'y préparaient? Parce que, alors, je ne dis pas, ils ont inventé le virus. Oui, parce que j'allais vous dire quand même, Philippe de Villiers, sinon, c'est pas eux qui ont provoqué cela, quand même. Non, je le dis simplement. Quand on regarde sur Internet le fameux film, vous pouvez aller à votre portée, je donne toutes les références dans mon livre, vous voyez qu'en fait,
il sentait, il pressentait, il se préparait. Bon, alors le virus est arrivé, donc, et là ils en ont fait une chance, une aubaine, voilà, une aubaine. Une aubaine pour quoi faire? Pour digitaliser le monde, c'est-à-dire mettre notre fort intime en algorithme. Et c'est là qu'il y a une alliance avec la classe dirigeante, parce que un pouvoir faible a toujours la tentation d'aller vers le contrôle total. Et donc il y a une sorte d'alliance, la parabole du gendarme et du mouchard. Le gendarme, les pouvoirs publics qui disent aux mouchards, les algorithmes, apportez-moi les informations sur mes sujets, oui, et je vous donnerai toute la liberté, y compris de prendre la toge lorsqu'il s'agira, évidemment, d'arrêter Twitter pour Monsieur Trump. Et donc, en fait, il y a cette alliance, alliance objective. En fait, on dit aux mouchards, attention, c'est l'algorithme, c'est pas nous, c'est l'algorithme. Exactement, ça. Voilà. Et donc, en fait, à l'instant, en venant dans ce studio, je viens de voir une information qui m'a été apportée par des très hautes personnalités du monde de l'armée française. Le Pentagone vient de suggérer un implant cérébral, un implant sous-cutané, ils appellent ça, contre le Covid. C'est-à-dire que, en fait, ils travaillent déjà tous avec les géants du numérique sur la phase d'après. Et en fait, c'est quoi le jour d'après? Puisque c'est le titre de mon livre. Le jour d'après, on peut le qualifier de 3 fois, en 3 phrases. Le jour d'après nous fait entrer dans un monde où, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse et la transmission et l'avenir. C'est une grande première, un renversement anthropologique. Deuxièmement, le jour d'après nous fait entrer dans un monde où, au nom du tout numérique, on abolit la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur. Oui, vous citez Schwab. Oh, ben c'est embêtant qu'on ne se voit pas, mais c'est tellement plus confortable et économique. Exactement. Et troisièmement, le monde, un monde dans lequel, au nom du transhumanisme, on dénature l'espèce humaine. Et il n'est pas indifférent que pendant le Covid soient venues à l'Assemblée toutes les lois. La loi qui fait de l'avortement un infanticide à 9 mois, la loi qui prévoit les chimères, les embryons chimériques, transgéniques, cellules humaines, cellules animales, c'est une grande première mondiale, la marchandisation du vivant, tout ce qui concerne la PMA, puisque c'est l'idée de et la GPA surtout, voilà, et qui prépare la GPA, c'est-à-dire la déconnexion de l'acte sexuel, de l'acte d'amour, etc. Bref, une société transhumaniste qui est une forme, si vous me pardonnez le néologisme, de déshumanistan. Nous sommes entrés dans un déshumanistan, et c'est le reproche que je fais à Emmanuel Macron. On va en parler tout de suite après les informations. On reste avec vous, et chers éditeurs de Sud Radio, et avec Philippe de Villiers. Et je crois qu'effectivement, il faut aller loin dans ce qui nous attend, et surtout comment on peut résister. Parce que, évidemment, le pire, heureusement, n'est jamais toujours sûr. Et vous le savez. De Gaulle disait, il y a la France, l'État, puis le droit. Aujourd'hui, l'état de droit, c'est le droit, puis la France. Le droit, ça veut dire qu'en fait, comme sous les parlements d'Ancien Régime, quand les parlements ont été rappelés, les parlements qui faisaient les lits de justice, qui étaient censés interpréter les édits du roi, comme pour les parlements d'Ancien Régime, la justice est en train de désagréger le pays. C'est-à-dire que ce n'est plus le peuple qui fait la loi. La loi est interprétée, réinterprétée par 4 cours suprêmes. De Gaulle disait, la Cour suprême, il n'y a qu'une Cour suprême, c'est le peuple. Oui. Il ne voulait pas de Conseil constitutionnel. D'ailleurs, il est parti après un référendum perdu. Voilà. Il est parti. Il est parti. Et là, nous avons 4 cours constitutionnels, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État et les 2 instances européennes, la Cour de justice et la Cour des droits de l'homme. Et ces 4 cours suprêmes
donne une interprétation de la vie en société qui est radicalement contraire au principe de la survie et de la souveraineté. À travers un exemple, la non-discrimination. C'est-à-dire que, par exemple, à Bruxelles, on considère, les cours de Bruxelles et les cours de Luxembourg considèrent que y a un droit inné au regroupement familial. Donc, qui est supérieur à toutes les constitutions. Oui. Donc, ça veut dire que c'est la migration à tout crin. On ne peut pas s'y opposer, on ne peut rien faire. On ne peut pas s'y opposer. Et le Conseil constitutionnel démolit pierre après pierre l'édifice de nos lois, non seulement sur le regroupement familial, mais aussi sur le principe de la discrimination. Or, qu'est-ce qui fait la différence entre un étranger et un citoyen? C'est deux choses. C'est la pérennité du séjour, le droit de vote. À partir du moment où il n'y a plus ces deux distinctions, et notamment la pérennité du séjour, parce qu'il y a le principe de non-discrimination, c'en est fini. Et derrière la réforme de l'ENA, qu'est-ce qui se cache? Et derrière toutes les réformes de Macron, qu'est-ce qui se cache? C'est la non-discrimination. C'est-à-dire, en fait, la discrimination positive. Emmanuel Macron est un Américain, un global young leader. Oui, voilà. Oui. Et en fait, influencé par les cabinets McKinsey, le Happy Management, parfois on peut l'appeler Macron. À plusieurs millions de dollars par mois. Voilà. Enfin, et en fait, il est influencé, donc il fait du Happy Management et il veut installer en France ce que Sarkozy avait déjà commencé. La discrimination positive. En fait, la France, sous la férule de ces jeunes gens d'En Marche, qui sont tous des ludions utiles de la révolution numérique hors sol, ces jeunes gens d'En Marche veulent installer en France une société américaine. C'est pour ça que il reste fasciné et impuissant devant la cancel culture. C'est presque la société liquide de Zygmunt Bauman. Hein. C'est ça. Société liquide, poreuse, quoi, tout passe. Ouais. Hors sol. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, aujourd'hui, et ça sera l'enjeu de la présidentielle, on a le choix suivant. Ou bien on refabrique des petits Français de désir, l'histoire, l'art de vivre, la langue, ou bien on continue à laisser grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs égarements dans l'air du temps et qui sont déplaçables, remplaçables, numérisables, contrôlables, sans territoire, sans mémoire, sans racines, sans filiation. Et non remboursables. Et non remboursable. Mais Philippe de Villiers, juste... Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais, regardez le téléenseignement, là. Le téléenseignement. En fait, c'est quoi le téléenseignement? Tous les profs dignes de ce nom vous le diront. Le distanciel. On appelle ça le distanciel. Oui, alors il y a des profs qui appellent ça le démerdanciel. Le distanciel et le démerdanciel, ça fabrique quoi? Des crétins digitaux. Voilà. Donc on va vers la France du crétin digital. Ce sera facile à gouverner. Le crétin digital, il est facile à gouverner. Oui. On sait depuis Orwell que tout ça, tous les pouvoirs, en fait, c'est le pouvoir corrompt, mais là, le pouvoir absolu corrompt absolument, y compris les consciences. C'est ça qui est terrible. Oui, absolument. Et justement, alors juste là-dessus, Philippe de Villiers, parlons un peu de... Attendez, lors d'une séance à l'Élysée, devant la French Tech, Emmanuel Macron a eu ce mot, il faut que vous donniez du sens. Donc il a investi la French Tech d'une mission qui tient du messianisme, de la théophanie numérique. Ouais, il faut que vous donniez du sens. Ça veut dire que s'il confie au numérique le soin de donner du sens, il va dans le sens du transhumanisme, c'est-à-dire la distinction entre les essentiels et les non essentiels. Vous connaissez certainement, André, le Time Machine de Wells. Bien sûr. Il disait il y a les Morlocks, il y a les Éloïs. Les Morlocks, c'est ceux qui vivent sous terre. Ils sont apeurés à l'idée d'être éblouis par la lumière et ils travaillent pour les Éloïs, ceux qui ont le droit de vivre sur terre et qui vivent dans la bonne aise. Les hommes supérieurs, les Ubermensch. Alors là, c'est simple, on a tous les métiers de la main et du cœur
fermés, tous les indépendants, et les indépendants d'esprit, comme par hasard, ceux qu'on ne peut pas tenir en main, et tous ces gens-là sont fermés et probablement condamnés. En tout cas, ils sont condamnés par le numérique, puisque l'idée, c'est de tout mettre en ligne, et d'aller vers une société distanciée. C'est ce que dit Klaus Schwab dans son livre. En fait, c'est la France. C'est ceux qui disparaissent, c'est la France de quelque part au profit de la France de n'importe où. Exactement. Anywhere, somewhere. Anywhere, somewhere. Et alors, ce qui est très intéressant, qui n'a pas été abordé, c'est l'histoire des Khmers verts, qui sont au pouvoir dans beaucoup de villes. Ouais. Parce que eux, ils disent, et Macron est d'accord avec ça, derrière le virus du Covid, oui. Il y a un autre virus, c'est le virus climatique. Et au nom du virus climatique, du CO2, il faut enfermer les gens chez eux. Donc plus de voitures en ville, plus d'avions, la dame de Poitiers, et le budget genré, etc. C'est-à-dire en fait changer de société. Calfeutrer les gens chez eux, c'est-à-dire décroître pour décarboner et transformer la France en un camp de rééducation permanente, avec la mosquée de Strasbourg, etc. C'est-à-dire remplacer les églises par des mosquées, etc. C'est ça, les Khmers verts. Les Khmers verts, ce sont des révolutionnaires qui se servent du climat comme d'un outil, un levier d'Archimède. Oui, alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez ce que pèse la France dans le monde en CO2 ? 0,9%. Oui. Et donc, pour ces 0,9% de CO2, on va supprimer les centrales nucléaires qui ne produisent pas de CO2, on va installer des éoliennes qui vont massacrer tous les paysages. Et qui polluent énormément. Et qui, avec 17 métaux rares qui viennent de la Chine et qui polluent notamment toute l'Asie. Et on va aussi décourager toutes les entreprises qui voudraient relocaliser avec un délit d'écocide qui leur fout la trouille et qui fait dire à tous mes voisins, moi, pas question de délocaliser depuis l'Asie. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'ils agitent le spectre de millions de migrants climatiques. Il dit, attendez, vous n'avez rien vu par rapport à l'immigration là que vous dénoncez, c'est pas bien du tout. Vous allez voir les milliards de gens qui vont arriver à cause du climat. Non, ça fait partie, effectivement. Mais alors, André, quand nous étions plus jeunes, vous et moi, que vous étiez un jeune journaliste et moi un jeune homme politique, on a connu l'époque de Bernard Stasi. Une chance pour la France. Alors d'abord, moi, quand j'ai commencé en politique, on m'a dit l'immigration, il n'y a pas d'immigration. Non, de toute façon, la France a toujours été une terre d'immigration. Mais j'ai fini par le croire. En fait, la France n'a jamais été une terre d'immigration, c'est pas vrai. Et elle a commencé à être une terre d'immigration dans l'entre-deux-guerres, avec les Italiens, les Portugais, mais qui avaient la même civilisation que nous. Alors, donc, la France a toujours été une terre d'immigration. Premier mensonge. Alors après, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas tenir sur ce premier mensonge, ils ont dit, mais l'immigration est une chance pour la France. Stasi. Voilà. Et donc, l'idée de passer de l'assimilation, qui est dans le Code civil, à l'insertion, à l'intégration. Oui. Et maintenant qu'ils voient qu'il y a deux sociétés face à face, alors, ils nous expliquent qu'il n'y a pas plus d'immigrés que ça et que de toute façon, il va falloir le vivre ensemble. Voilà. Le vivre ensemble. C'est en fait le vivre ensemble. Ça consiste à essayer de faire vivre côte à côte deux civilisations qui ne sont pas miscibles. La civilisation arabo-musulmane et la civilisation christiano-occidentale. Jamais dans l'histoire, elles n'ont pu s'entendre. Sur le même territoire. Donc on est en train d'installer sur notre sol, je pèse mes mots, André, j'espère que les gens m'écoutent et que ils tireront les conclusions de ce que je suis en train de dire. On est en train d'installer la guerre civile. C'est ça que je reproche à Emmanuel Macron. Et je le lui ai dit, si vous abandonnez le principe de l'assimilation, on va à la guerre civile. Qu'est-ce que c'est l'assimilation ? L'assimilation, ça consiste à dire à celui qui vient chez nous. Oui, on l'accepte, on l'accueille, mais les valeurs françaises doivent être respectées. L'art de vivre, l'art de penser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez de son commentaire, surtout de ce qu'il reproche à Emmanuel Macron. Avant de poursuivre, revenons sur des déclarations récentes qui soulignent l'intensité croissante du conflit en Ukraine. D'un côté, Volodymyr Zelensky tire la sonnette d'alarme sur l'avenir de la guerre si l'aide américaine venait à être interrompue. De l'autre, la Russie, à travers Sergueï Lavrov, dénonce une nouvelle escalade provoquée par l'Occident.
Voici les détails de cette situation explosive, avec des implications majeures pour l'Ukraine, la Russie et le monde entier. Dans une interview accordée à Fox News et diffusée ce mardi 19 novembre, le président ukrainien estime que son pays ne pourra pas remporter la guerre face à la Russie si les États-Unis décident de stopper leur aide militaire et financière à Kiev. 1000 jours après le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky met en garde Washington. Alors que Donald Trump va revenir à la Maison-Blanche en janvier, la poursuite de l'aide militaire des États-Unis à Kiev semble plus que jamais remise en question. Si le futur locataire de la Maison-Blanche décide de stopper cette aide, je pense que nous perdrons, avertit le président ukrainien auprès de Fox News ce mardi 19 novembre. S'il coupe l'aide, je pense que nous perdrons. Bien sûr, nous resterons, nous nous battrons mais je pense que ce n'est pas assez pour survivre, résume Volodymyr Zelensky. Durant sa campagne, Donald Trump a promis à plusieurs reprises de mettre rapidement fin à la guerre, sans préciser comment. Ce lundi, la garde rapprochée de Donald Trump a dénoncé une escalade, voire un risque de « troisième guerre mondiale » après la décision de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper en territoire russe avec des missiles longue portée de fabrication américaine. Après l'annonce de ce feu vert ce dimanche, l'attaque ukrainienne de mardi matin a, selon Moscou, visé des installations militaires. Sergueï Lavrov a jugé, en marge du G20 à Rio, que cela adressait un signal selon lequel l'Ukraine et les Occidentaux veulent l'escalade. Il s'agit d'une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence, a-t-il martelé. Pour lui, ces missiles précis fournis par les États-Unis ne peuvent pas être employés par Kiev sans l'aide d'experts et d'instructeurs américains. En réponse, Sergueï Lavrov a invité les Occidentaux à lire la totalité de la nouvelle doctrine nucléaire russe, officialisée ce mardi par Vladimir Poutine, qui élargit la possibilité d'un recours à l'arme atomique en cas d'attaque massive par un pays non nucléaire mais soutenu par une puissance nucléaire. Une référence claire à l'Ukraine et aux États-Unis. Alors, que pensez-vous de l'évolution actuelle de cette situation explosive? L'Ukraine peut-elle maintenir sa résistance sans le soutien américain? Et jusqu'où les tensions entre la Russie et l'Occident peuvent-elles aller? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Nous avons hâte de lire vos analyses. À très bientôt pour de nouvelles mises à jour.